Le jour de ma remise de diplôme, ma mère a enfin compris l'ampleur de ce qu'elle avait détruit. Je m'appelle Daniel Wright, et j'ai 25 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter, n'est pas un conte de fées sur la réconciliation familiale, ou sur le pouvoir du pardon. Il s'agit du moment, où ma mère s'est assise dans un auditorium de 3000 personnes, et m'a regardé honorer l'homme qui m'a élevé, alors que ses mains tremblaient, sous le poids de la réalisation, de tout ce qu'elle avait détruit. C'est l'histoire du jour, où mes parents ont appris, que le favoritisme aveugle entraîne des conséquences permanentes. Avant de vous parler de cette cérémonie de remise de diplôme, quand mon oncle Robert s'est levé pendant mon discours, et que le calme de ma mère a volé en éclats, devant tout le monde, je dois vous ramener là où tout a commencé. Dans l'allée de la rue Hauquemont, là où mon frère jumeau se tenait, à côté de la BMW détruite de notre père, et me pointait du doigt, les larmes aux yeux, en proférant le mensonge, qui allait diviser notre famille, pour toujours. Être un jumeau semble romantique, jusqu'à ce qu'on le vive, surtout quand on est celui, qui vit dans l'ombre. Mon frère jumeau, Ethan, et moi sommes nés à 11 minutes d'intervalle. Lui d'abord, moi ensuite. Ces 11 minutes auraient tout aussi bien pu être 11 ans, au vu de la différence de traitement, de nos parents à notre égard. Dès l'instant où nous avons pu marcher et parler, Ethan était l'enfant prodige, le charmant, l'athlète, celui qui ne faisait jamais rien de mal. J'étais le calme, le rat de bibliothèque, celui qui préférait les projets scientifiques, aux matchs de football. Je n'étais pas mauvais, juste différent. Et aux yeux de mes parents, différent signifiait inférieur. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère ? Me demandait constamment ma mère, Jennifer. Ethan se fait des amis si facilement. Ethan est si confiant. Pourquoi dois-tu être si maladroit ? Mon père, Thomas, était pire. Il entraînait l'équipe de baseball d'Ethan, assistait à chaque match, et se vantait de chaque exploit. Quand j'ai gagné le concours régional de sciences, 2 années de suite, la réponse de papa a été « c'est bien ». Mais as-tu vu Ethan frapper 2 home runs, hier ? Le schéma était constant. Les succès d'Ethan étaient célébrés, les miens étaient simplement notés. Les échecs d'Ethan étaient excusés, les miens étaient scrutés à la loupe. Quand Ethan finissait en colle pour s'être battu, c'était une affaire de garçon. Quand j'obtenais un B+ en éducation physique, c'était décevant, et je ne vivais pas selon mon potentiel. À l'âge de 13 ans, la dynamique était fermement établie. Ethan était le favori, tout le monde le savait, lui le premier, et il l'exploitait sans aucune pitié. Il cassait quelque chose, et m'en rejetait la faute. Il volait de l'argent dans le sac de maman, et disait que c'était moi. Il déclenchait des bagarres à l'école, et affirmait que je l'avais provoqué. Et à chaque fois, nos parents le croyaient, parce qu'Ethan était digne de confiance, alors que moi. J'étais juste Daniel. Ton frère ne mentirait pas, disait maman, sans même prendre la peine d'écouter ma version. Arrête d'essayer de créer des problèmes à ton frère, ajoutait papa, parfois sans même lever les yeux de son journal. J'ai appris à l'accepter. C'était mon rôle dans la famille, le bouc émissaire, la déception, le jumeau de l'ombre. Je me concentrais sur l'école, sur mon petit cercle d'amis, qui me voyaient vraiment, et sur l'oncle qui vivait à 4 heures de là, et qui nous traitait tous les deux sur un pied d'égalité, lors de ses rares visites. L'oncle Robert était le frère cadet de papa, mais il ne pouvait pas être plus différent. Robert était professeur d'ingénierie dans une université d'État, célibataire, il se dévouait entièrement à son travail, et à ses étudiants. Il nous rendait visite 3 ou 4 fois par an, et ces visites étaient mes bouées de sauvetage. Il m'interrogeait sur mes projets scientifiques, écoutait vraiment mes réponses, et me disait que j'étais brillant. Ne laisse personne te dire que le cerveau a moins de valeur que les muscles, m'a-t-il dit un jour, quand j'avais 11 ans, après que papa ait balayé une autre de mes réussites académiques, pour louer le dernier trophée sportif d'Ethan. Le monde avance grâce aux gens qui réfléchissent, pas grâce à ceux qui lancent des balles. Souviens-toi de ça. Je m'en suis souvenu. Les paroles de l'oncle Robert étaient parfois la seule chose qui me donnait l'impression d'exister. Puis vint le jour qui a tout changé. C'était un samedi d'octobre. J'étais dans ma chambre, en train de travailler sur un devoir de chimie, quand j'ai entendu le fracas. Pas un petit bruit, mais un fracas violent, de métal broyé et de verre brisé, qui a fait trembler toute la maison. J'ai couru à la fenêtre, et j'ai vu la BMW de papa. Sa fierté et sa joie, la voiture qu'il lavait chaque dimanche, et que personne n'avait le droit de toucher,
était écrasé contre le chêne, dans notre jardin de devant. Tout l'avant était déformé. De la vapeur s'échappait du capot. Ethan est sorti du siège du conducteur, l'air hébété. Il m'a vu à la fenêtre, et nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai vu la panique sur son visage. Puis, maman et papa se sont précipités hors de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de papa était presque un cri. Il fixait sa voiture détruite, son visage passant du blanc au rouge. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je suis tellement désolé, papa, la voix d'Ethan tremblait. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai vraiment essayé. Arrêter qui? A demandé maman, en regardant autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un s'enfuir. Ethan m'a pointé du doigt, moi qui étais toujours à ma fenêtre. Daniel. Il voulait essayer de conduire. Il m'a supplié de le laisser faire. Il a dit qu'il ferait juste le tour du pâté de maison. J'ai dit non, mais il a attrapé les clés, quand je ne regardais pas. J'ai couru dehors pour essayer de l'arrêter, papa, mais il allait trop vite, et il a percuté l'arbre. Ce n'est pas vrai. Ai-je hurlé depuis la fenêtre, en courant déjà vers les escaliers. J'étais dans ma chambre. Je fais mes devoirs depuis 2 heures. Mais le temps que j'arrive dehors, le récit était déjà scellé. Ne me mens pas. Papa était devant moi, plus en colère que je ne l'avais jamais vu. Tu as démoli ma voiture. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. J'étais dans ma chambre. Demande à Ethan, il sait très bien que. Ethan nous a déjà dit ce qui s'est passé, m'a coupé maman, d'une voix glaciale. Il a essayé de t'arrêter. Il a essayé d'être responsable. Et non seulement tu as volé la voiture, mais en plus, tu mens maintenant. Je ne mens pas. C'est Ethan qui ment. Je me suis tourné vers mon frère, qui se tenait là, les larmes coulant sur son visage, jouant parfaitement le rôle de la victime traumatisée. Dis-leur la vérité. Tu sais que je n'ai pas fait ça. Je t'ai vu, Daniel, a dit Ethan doucement, avec un trémolo parfait dans la voix. Je t'ai vu monter dans la voiture. J'ai essayé de t'arrêter. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi essaies-tu de rejeter la faute sur moi? Parce que c'est toi qui l'as fait. Je hurlais, désespéré. Tu as écrasé la voiture, et tu m'accuses, comme tu le fais toujours. Ça suffit. La voix de papa était sans appel. Rentre à l'intérieur, maintenant. L'heure qui a suivi, fut un cauchemar. Papa a appelé l'assurance, pour signaler que son fils de 13 ans avait pris la voiture, sans permission. Maman pleurait dans la cuisine, disant qu'elle avait échoué en tant que mère. Comment pouvais-je être si imprudent? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Ethan était assis sur le canapé, reniflant de temps en temps, jouant le rôle du frère inquiet à la perfection. Je ne comprends pas, je répétais inlassablement. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je n'ai pas fait ça. Je ne ferai jamais ça. Les preuves sont claires, a dit papa froidement. Ethan t'a vu. C'est toi qui conduisais. Tu as bousillé ma voiture, et maintenant tu mens, ce qui est d'une certaine manière, encore pire que l'accident lui-même. Vérifiez ma chambre. Mes devoirs sont encore ouverts sur mon bureau. Vérifiez les horodatage sur mon ordinateur. J'étais en train de faire des recherches, quand c'est arrivé. N'importe qui peut truquer ça, a dit maman avec dédain. Il suffit de laisser une page ouverte, et de descendre en courant. On n'est pas stupide, Daniel. Mais je n'ai pas. Assez. Le cri de papa m'a fait tressaillir. Voilà ce qui va se passer. Tu es privé de tout, pendant 6 mois. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'amis, rien. Tu iras à l'école, et tu rentreras directement. Tu vas trouver un petit boulot, et tu me rembourseras chaque centime de la franchise d'assurance, soit 2500 €. Et si jamais, je dis bien jamais, tu touches encore à mes affaires sans permission, je te ferai regretter le jour de ta naissance. C'est compris? Ce n'est pas juste, ai-je chuchoté. La vie n'est pas juste. Tu as fait un choix, et maintenant, tu en assumes les conséquences. Va dans ta chambre. J'ai regardé Ethan une dernière fois. Il a croisé mon regard, et j'ai vu passer, le temps d'un éclair, de la satisfaction,
et de la suffisance. Il l'avait fait délibérément, et il s'en tirait à bon compte. Je suis monté dans ma chambre, et j'ai appelé la seule personne, qui, je le pensais, pourrait me croire. Daniel ? L'oncle Robert a répondu dès la deuxième sonnerie. Et, petit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai tout raconté, l'accident, le mensonge d'Ethan, la réaction immédiate de mes parents, la punition. J'ai essayé de ne pas pleurer, mais j'ai échoué. L'oncle Robert a écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Daniel, j'ai besoin que tu me dises la vérité absolue. Est-ce que c'est toi qui as accidenté cette voiture ? Non, oncle Robert. Je le jure. J'étais dans ma chambre, je faisais mes devoirs. Je n'ai jamais touché à cette voiture. Une autre pause. Je te crois. Ces 3 mots m'ont fait éclater en sanglots. C'est vrai ? Je te connais, depuis que tu es né. Tu n'es pas un menteur, et tu n'es pas imprudent. Ethan, par contre. Il a soupiré. Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille arrive, n'est-ce pas ? Non, mais il le croit toujours. Toujours. Je sais. Et j'ai essayé d'en parler à ton père, mais il n'écoute pas. Tom voit Ethan comme le fils qu'il a toujours voulu, et toi comme. Je ne sais pas. C'est mal, et ce n'est pas juste pour toi. Qu'est-ce que je fais ? Peux-tu tenir bon pour ce soir ? Reste en sécurité. Ne sors pas de ta chambre. Oui, Je vais appeler ton père, et essayer de lui faire entendre raison. Si ça ne marche pas, on trouvera une solution. Tiens bon, gamin. Il a raccroché. Je suis resté assis dans ma chambre sombre, à attendre. 30 minutes plus tard, j'ai entendu la voix de papa tonner d'en bas. Je me fiche de ce que tu penses, Robert. C'est ma maison, mon fils, et ma décision. Reste en dehors de ça. La conversation s'est envenimée. J'entendais la voix de l'oncle Robert au téléphone, plus calme mais insistante. Puis les derniers mots de papa, si tu continues à le défendre, tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. L'appel a pris fin. Le silence est retombé sur la maison. 1 heure plus tard, ma porte s'est ouverte. Papa était là, le visage encore rouge de colère. Fais un sac. Tu t'en vas. Quoi ? Ton oncle semble penser que tu es innocent. Il veut te prendre chez lui. Très bien. J'en ai assez de tes mensonges et de ton attitude. Tu as 30 minutes, pour mettre ce que tu peux dans un seul sac. Ensuite, tu dégages d'ici. Tu me mets à la porte ? Ma voix était faible, incrédule. J'ai 13 ans. Tu es assez vieux, pour voler des voitures et mentir à ce sujet, tu es donc assez vieux, pour en assumer les conséquences. Il a claqué la porte. Je suis resté figé pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui se passait. Mes parents me mettaient à la porte à 13 ans, pour quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai préparé mon sac mécaniquement, des vêtements, des articles de toilette, quelques livres, mon ordinateur portable, mes chargeurs. J'ai laissé derrière moi mes trophées, mes photos. Tout ce qui disait que c'était ici ma maison, car, apparemment, ce ne l'était plus. Quand je suis descendu avec mon sac, maman pleurait dans la cuisine. Ethan était sur le canapé, il refusait de me regarder. Maman, ai-je tenté une dernière fois ? S'il te plaît, crois-moi. Je n'ai pas fait ça. Elle n'a pas voulu me regarder. Robert est en route. Il sera là dans 4 heures. Attends sur le perron. Vous faites vraiment ça ? Sors d'ici, Daniel. La voix de papa était plate, sans émotion. Nous croyons ton frère. Nous ne te croyons pas. Il n'y a plus rien à discuter. Je suis sorti sur le perron avec mon unique sac, et je me suis assis sur les marches. La nuit tombait. Un vent d'octobre traversait mon sweatshirt. Derrière moi, par la fenêtre, je pouvais voir ma famille, papa assis dans son fauteuil, maman lui apportant du café, Ethan allumant la télé. Ils avaient l'air normaux, complets. Comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais jamais existé. Je suis resté assis sur ces marches pendant 4 heures, à regarder passer les voitures, me demandant comment ma vie avait pu s'effondrer si totalement, en une seule journée. Enfin,
des phares ont éclairé notre allée. Le camion de l'oncle Robert s'est arrêté, et il en est sorti, le visage crispé par une colère contenue. Daniel. Il s'est approché et m'a serré fort dans ses bras. Je suis tellement désolé. Vraiment, vraiment désolé. Tu as fait 4 heures de route, ai-je dit contre son épaule. Bien sûr que je les ai faites. Tu es mon neveu. Tu as appelé à l'aide. Allez, on s'en va d'ici. Il a pris mon sac, m'a guidé vers le camion, et nous sommes partis. J'ai regardé en arrière une seule fois, et j'ai vu papa debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, nous regardant partir. Il n'a pas fait signe. Moi non plus. L'oncle Robert vivait dans une petite ville universitaire, à 4 heures de là. Sa maison était modeste, mais elle me semblait plus chaleureuse, que la maison de mes parents ne l'avait jamais été. Tu prendras la chambre d'amis, a-t-il dit quand nous sommes arrivés, vers minuit. Demain, on s'occupera de l'école, du transfert de ton dossier, et de tout le côté administratif. Ce soir, contente-toi de dormir. Oncle Robert. Je l'ai arrêté alors qu'il se dirigeait vers sa propre chambre. Merci de m'avoir cru. Merci d'être venu me chercher. Il m'a regardé avec une expression, que je n'arrivais pas tout à fait à définir, un mélange de tristesse et de détermination. Daniel, je veux que tu comprennes une chose. Ce que tes parents ont fait ce soir, c'est leur faute, pas la tienne. Tu ne méritais pas ça. Tu n'en es pas la cause. Ils ont échoué envers toi, et je ne vais pas te laisser souffrir pour leur échec. Tu restes avec moi aussi longtemps que nécessaire, et nous allons faire en sorte que tu aies toutes les chances de réussir. C'est compris. J'ai hoché la tête, sans oser parler de peur que ma voix ne me trahisse. Bien. Maintenant, dors. Demain, nous commençons à construire ton avenir. La procédure légale a duré 6 mois. Mes parents ont accepté un arrangement de garde informel. J'allais vivre avec l'oncle Robert. Ils conservaient leurs droits parentaux, mais n'avaient plus de responsabilité financière. Ils n'ont pas lutté, ils ont à peine participé au processus. Maman a appelé 2 fois pendant ces 6 mois, pour me demander comment j'allais. Les conversations étaient gênantes, pleines de longs silences. Elle ne s'est jamais excusée, n'a jamais admis qu'il s'était trompé. Papa n'a jamais appelé une seule fois. Ethan m'a envoyé un texto, désolé que ça se soit passé comme ça. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Il n'y a rien à dire à quelqu'un qui a détruit votre vie sans éprouver de remords. L'oncle Robert, pendant ce temps, a transformé mon monde. Il m'a inscrit au collège local, a rencontré les conseillers pour s'assurer que j'étais dans les classes avancées, et a veillé à ce que je ne manque de rien. Il m'aidait pour mes devoirs, m'emmenait dans des musées de sciences, et encourageait mon intérêt pour l'ingénierie. Tu es brillant, m'a-t-il dit un soir, alors que je luttais sur un problème de physique complexe. Tu as un esprit fait pour les systèmes complexes. Ne gâche pas ce don. Sous sa direction, je me suis épanoui. Sans les comparaisons constantes avec Ethan, sans la pression d'être le jumeau décevant, j'ai enfin pu être moi-même. Mes notes ont grimpé. J'ai rejoint le club de robotique et l'équipe de mathématiques. Au lycée, je suivais déjà des cours de niveau universitaire. L'oncle Robert m'a appris la programmation, m'a initié au concept d'ingénierie, et m'a poussé à viser plus haut. Le MIT, a-t-il dit quand j'avais 15 ans, alors que nous discutions des universités. C'est là que tu dois viser. Le meilleur programme d'ingénierie au monde. Tu es assez intelligent. Je le sais. Le MIT coûte cher, ai-je dit. Je savais que l'oncle Robert n'était pas riche. Laisse-moi me soucier de ça. Toi, occupe-toi d'être admis. J'ai travaillé pour cet objectif de manière obsessionnelle, des notes parfaites, des postes de direction, des projets de recherche. Chaque réussite était une étape de plus, pour prouver que je n'étais pas le bouc émissaire sans valeur, que mes parents imaginaient. Ma famille biologique s'est effacée, pour devenir un bruit de fond. Maman appelait peut-être une fois tous les quelques mois, des appels brefs et superficiels. Papa n'appelait jamais. J'ai appris par la famille élargie qu'Ethan avait des difficultés, des notes médiocres, des problèmes de comportement, des soucis avec l'autorité. Apparemment, sans moi pour endosser la faute, sa vraie nature devenait visible. Je n'ai rien ressenti en apprenant cela. Ni satisfaction, ni sympathie.
Juste rien. C'étaient des étrangers, désormais. Quand ma lettre d'admission au MIT est arrivée, avec une bourse d'études complète, l'oncle Robert a pleuré. « Je savais que tu pouvais le faire », a-t-il dit en me serrant fort. « Je suis si fier de toi, Daniel. Tellement fier. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, lui ai-je dit honnêtement. Tu m'as sauvé la vie. » Non, a-t-il dit fermement. Je t'ai juste donné l'espace nécessaire pour que tu te sauves toi-même. Tout ça, c'est toi, gamin. Tout toi. Le MIT était intense, stimulant, et c'était exactement là où était ma place. Je m'épanouissais dans cet environnement académique compétitif. J'ai fait une spécialisation en informatique et en ingénierie électrique, j'ai maintenu une moyenne excellente, et j'ai été recruté par un laboratoire de recherche prestigieux dès ma 2e année. L'oncle Robert me rendait visite dès qu'il le pouvait. Il m'appelait chaque dimanche, sans faute. Quand je luttais contre le syndrome de l'imposteur, il m'aidait à traverser cette épreuve. « Tu as mérité ta place là-bas », me rappelait-il. « Tu n'es pas là par charité. Tu es l'un des meilleurs étudiants au monde. Agis comme tel. » Pendant ma 3e année, j'ai publié mon premier article académique. L'oncle Robert a fait le déplacement pour assister à ma présentation. « Tes parents seraient fiers s'ils avaient un peu de jugeote », m'a-t-il dit après mon intervention. « Je me fiche de ce qu'ils pensent », ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. À la fin de ma licence, j'ai été accepté en doctorat au MIT, avec un financement complet. J'allais devenir le docteur Daniel Wright. L'oncle Robert était présent à cette remise de diplôme, lui aussi, criant plus fort que quiconque à l'appel de mon nom. Mes parents biologiques n'étaient pas là, je ne les avais pas invités, et ils n'avaient pas demandé. Le programme de doctorat fut épuisant, 5 ans de recherche intensive, d'enseignement, et de publication. Je me suis concentré sur l'intelligence artificielle et la robotique. Mes recherches étaient à la pointe, et à ma 4e année, j'avais déjà publié cet article et remporté 2 prix majeurs. L'oncle Robert continuait d'être mon rocher. Quand je voulais abandonner, après un échec de recherche particulièrement brutal, il faisait 4 heures de route, pour m'emmener dîner et me rappeler pourquoi j'avais commencé. Quand j'ai soutenu avec succès ma proposition de thèse, il a été la première personne que j'ai appelée. « Tu vas changer le monde, Daniel », m'a-t-il dit. Je l'ai toujours su. À l'approche de ma soutenance de thèse, j'ai commencé à planifier l'étape finale, ma remise de diplôme de doctorat. Ce serait un événement majeur. En tant que lauréat de 2 prix de recherche, j'avais été choisi pour prononcer un discours, lors de la cérémonie de remise des doctorats. J'allais m'exprimer devant 3000 personnes. J'ai envoyé son invitation à l'oncle Robert immédiatement. « Tu es au premier rang. C'est non négociable. Ce diplôme nous appartient à tous les deux. » Puis j'ai reçu un email, d'une adresse que je n'avais pas vue depuis 12 ans. « Daniel, c'est ta mère. Nous avons appris par ta tante que tu obtiens un doctorat du MIT. Nous sommes si fiers de toi, et nous aimerions assister à la cérémonie, si tu peux nous envoyer les informations. Tu nous manques, et nous espérons renouer le contact. Maman. » J'ai fixé cet email pendant un long moment. Fier. Tu nous manques. Il m'avait jeté dehors à 13 ans, et m'avait à peine adressé la parole depuis. Maintenant que j'avais un doctorat du MIT, soudainement, il voulait le renouer. J'ai montré le message à l'oncle Robert. Qu'est-ce que je devrais faire? Il est resté silencieux un instant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Une partie de moi veut les ignorer. Une autre veut qu'ils soient là, pour qu'ils voient exactement ce qu'ils ont gâché. Alors laisse-les venir. Mais Daniel, ne laisse pas leur présence te voler ta joie. C'est ta journée, ta réussite. Tu as travaillé pour ça, et tu mérites de célébrer pleinement. J'ai répondu à l'email, 2 billets seront à votre disposition au guichet. La cérémonie a lieu à 14 h, le 15 mai. On se voit là-bas. Maman a répondu immédiatement en me remerciant. Aucune excuse, aucune mention de ces 12 années d'absence. Je n'ai pas répondu davantage. Le matin de ma remise de diplôme, je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel de l'oncle Robert. Il m'a aidé à préparer mon discours. « Tu es nerveux ?» a-t-il demandé. Terrifié, ai-je avoué. Parler en public devant 3000 personnes n'est pas vraiment mon point fort.
parle simplement avec ton cœur. Dis la vérité. C'est tout ce que tu as besoin de faire. La cérémonie se tenait dans la Killian Cour. Les candidats au doctorat portaient des robes noires, avec des capuches colorées représentant leur domaine. La mienne était orange, pour l'ingénierie. Je suis arrivé tôt pour la procession. L'oncle Robert m'a envoyé une photo de lui à sa place, au premier rang, au centre, portant un costume et tenant un petit panneau où l'on lisait « C'est mon fils ». J'ai eu les larmes aux yeux en voyant ça. Alors que nous nous organisions par département, j'ai aperçu mes parents biologiques. Papa semblait plus vieux, plus gris, moins imposant. Maman avait vieilli elle aussi, avec plus de rides autour des yeux, et une expression incertaine. Ils balayaient la foule du regard, me cherchant probablement. Ils avaient des places dans la section C, au rang 7. Des places correctes, mais loin de la position privilégiée de l'oncle Robert. Je m'en étais assuré. La cérémonie a commencé. Puis vint le moment de la remise des capuches. Chaque candidat était appelé individuellement. Quand mon nom a résonné Daniel Wright, docteur en philosophie en ingénierie électrique et informatique, le cri de joie de l'oncle Robert était audible, malgré les applaudissements. Je l'ai vu debout, applaudissant à tout rompre, son panneau ridicule brandi bien haut. J'ai aussi aperçu mes parents biologiques, ils applaudissaient poliment, tout en regardant autour d'eux, essayant de comprendre qui était cet homme si enthousiaste, au premier rang. Vint ensuite le moment des discours. On m'a présenté comme le représentant des diplômés. Les applaudissements ont été nourris, quand je me suis avancé vers le podium. 3000 personnes me fixaient, y compris les deux qui m'avaient abandonné, et celui qui m'avait sauvé. Monsieur le président Reif, invité de marque, professeur, famille, et surtout, mes camarades diplômés, merci pour cet honneur. Il y a 12 ans, j'étais un gamin de 13 ans, debout sur un perron avec un seul sac d'affaires, regardant ma famille s'éloigner de moi. J'avais été mis à la porte, accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, et traité de menteur par les personnes, qui étaient censées me croire inconditionnellement. Le public était silencieux, attentif. Je voyais mes parents biologiques rester très immobiles, commençant à réaliser où je voulais en venir. Mon frère jumeau m'avait accusé d'avoir accidenté la voiture de notre père. C'était un mensonge. J'étais dans ma chambre à faire mes devoirs, quand c'est arrivé. Mais mes parents l'ont cru immédiatement. Ils n'ont pas cherché à savoir. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas envisagé que peut-être, juste peut-être, le fils qu'ils préféraient avait fait une erreur, et essayait de la couvrir. Ils ont choisi leur camp, et j'ai perdu. J'ai fait une pause, en regardant directement l'oncle Robert. Mais je n'ai pas passé longtemps seul sur ce perron, parce que mon oncle, le professeur Robert Wright, a fait 4 heures de route, en plein milieu de la nuit, pour venir me chercher. Il n'a pas hésité. Il n'a pas remis en question mon histoire. Il a juste dit, je te crois, et il m'a emmené chez lui. Et pendant les 12 années qui ont suivi, il m'a donné ce que mes parents biologiques ne m'ont jamais donné, un soutien inconditionnel. L'oncle Robert a couvert son visage de ses mains, les épaules secouées par les sanglots. L'oncle Robert. J'ai dû m'arrêter pour maîtriser ma propre voix. Point est devenu bien plus qu'un tuteur. Il est devenu mon père, dans tous les sens du terme. Il a encouragé ma curiosité, a stimulé ma réflexion, et a cru en moi, quand je ne croyais plus en moi-même. Quand j'ai dit que je voulais aller au MIT, il a dit, alors c'est là que tu iras. Quand j'ai lutté contre le syndrome de l'imposteur, il m'a rappelé que j'avais mérité ma place. L'auditoire était maintenant plongé dans un silence total. Certaines personnes pleuraient ouvertement. Chaque réussite, que je célèbre aujourd'hui, chaque article publié, chaque prix remporté, chaque problème résolu, tout cela n'existe que parce qu'un homme a vu, un gamin de 13 ans terrifié sur un perron, et a dit, tu rentres à la maison avec moi. Parce qu'un homme a choisi l'amour plutôt que la commodité, la responsabilité plutôt que le rejet facile, et le dévouement plutôt que la biologie. J'ai regardé l'oncle Robert. S'il vous plaît, pouvez-vous vous lever? Il s'est levé, essuyant ses yeux, l'air bouleversé. C'est le professeur Robert Wright. Mon oncle par le sang, mais mon père par choix. C'est le mentor de centaines d'étudiants, et la personne la plus importante de ma vie. Il m'a appris que la famille n'est pas une question d'ADN. C'est une question de savoir qui est présent, qui croit en vous, et qui se bat pour vous, quand le monde, ou même vos propres parents, se retournent contre vous.
L'oncle Robert pleurait maintenant sans retenue. Autour de lui, les gens applaudissaient. Papa. J'ai utilisé ce mot délibérément, d'une voix forte et claire. Point, ce diplôme est autant le vôtre que le mien. Vous avez financé mes études, soutenu mes rêves, et m'avez donné les bases pour réussir. Vous n'étiez pas obligé de faire tout cela. Vous l'avez choisi, et ce choix a changé ma vie. Les applaudissements montaient en puissance. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents biologiques. Maman tremblait visiblement. Elle était pâle, fixant l'oncle Robert avec une expression d'horreur naissante. Papa était raide comme un piquet, la mâchoire serrée. À mes parents biologiques, ai-je dit calmement, qui sont ici aujourd'hui, merci de m'avoir appris ce qu'il ne faut pas être. Merci de m'avoir montré que les titres ne font pas la famille. Merci d'avoir renoncé à moi, pour que je puisse trouver quelqu'un qui ne le ferait jamais. Maman a laissé échapper un petit son, presque un halètement. Ses mains tremblaient si fort que les gens autour d'elle le remarquaient et commençaient à comprendre l'histoire. Et à chaque personne qui m'écoute et qui a été abandonnée, traitée comme un bouc émissaire, ou à qui l'on a dit qu'elle ne valait rien, vous valez quelque chose. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens trop aveugles pour la voir. Trouvez votre propre professeur Wright. Trouvez la personne qui fera 4 heures de route, en plein milieu de la nuit, parce que vous avez besoin d'elle. Et ensuite, construisez la vie que vous méritez, parce que c'est la meilleure réponse à donner à ceux qui vous ont sous-estimé. J'ai terminé mon discours par les remarques traditionnelles sur nos responsabilités en tant que docteur. Mais tout le monde savait que le vrai message avait déjà été délivré. Quand je suis retourné à ma place, les applaudissements étaient assourdissants. Et l'oncle Robert, papa, était assis au premier rang, la tête dans les mains, submergé par l'émotion. Toute la cérémonie, je n'ai pensé qu'à une chose, le visage de ma mère biologique, quand j'ai appelé l'oncle Robert papa. La façon dont ses mains tremblaient, comme si elle avait été frappée physiquement. Ils étaient venus en espérant renouer avec leur fils brillant. Au lieu de cela, ils avaient été publiquement identifiés comme les parents qui avaient abandonné un enfant à cause d'un mensonge. Après la cérémonie, il y a eu une réception. Quand il m'a rejoint, nous nous sommes effondrés tous les deux. Nous nous sommes serrés dans les bras au milieu de la foule, en pleurant, sans nous soucier des regards. Je pensais chaque mot, lui ai-je dit. Vous êtes mon papa. Vous l'avez toujours été. Et tu es mon fils, a-t-il dit d'une voix brisée. Mon fils, je suis si fier de toi. Tellement fier. À travers la foule, j'ai vu mes parents biologiques une fois, debout à l'écart, l'air perdu. Papa semblait tout petit, comme diminué. Ils ne se sont pas approchés. Au bout de 15 minutes, ils sont partis. J'ai reçu leur premier message ce soir-là, dans un email de maman. Daniel, nous n'avions pas réalisé. Nous ne savions pas que Robert était devenu si important pour toi. Nous pensions que tu reviendrais, un jour ou l'autre. Nous pensions que lorsque tu serais diplômé et que tu aurais réussi, nous nous réunirions tous, et ce serait comme si rien ne s'était passé. Nous avions tort. Tellement tort. Être dans ce public, t'entendre appeler Robert ton père, voir toute ta vie se dérouler sans nous. Cela m'a détruite. Mes mains tremblent encore alors que je t'écris. Ton père est dévasté, même s'il ne l'admettra pas. Nous t'avons jeté pour un mensonge. Nous avons choisi Ethan sans même enquêter. Et nous t'avons perdu. Nous avons tout perdu. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai besoin que tu saches que nous sommes désolés. Vraiment, vraiment désolés. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Maman. J'ai lu cet email 3 fois. J'ai ressenti une sympathie distante, pour des gens qui avaient réalisé trop tard ce qu'ils avaient détruit. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Papa a envoyé son propre email 2 jours plus tard. Daniel, c'est ton père. Je ne suis pas doué pour les émotions ou les excuses, mais ta mère a raison. Nous avons fait une terrible erreur. J'étais trop têtu pour admettre que j'avais fait le mauvais choix. Et le temps que je réalise qu'Ethan avait menti, il était trop tard. Je me disais que tu étais bien avec Robert, que tu étais passé à autre chose, que tu n'avais plus besoin de nous. J'avais tort. Tu n'avais pas besoin de nous, et nous avons échoué envers toi. Te voir honorer Robert comme ton père, devant des milliers de personnes. Je n'ai jamais rien ressenti de tel.
La honte, le regret, la certitude d'avoir gâché mon fils brillant par orgueil et favoritisme. Je n'attends pas de pardon. J'ai juste besoin que tu saches, que je réalise ce que j'ai fait, et que je suis désolé. Thomas Wright. L'oncle Robert m'a trouvé en train de fixer ses messages un soir. Ils t'ont écrit, a-t-il noté. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Une partie de moi veut leur dire qu'il est trop tard. Une autre se demande si je devrais au moins les écouter. Papa s'est assis à côté de moi. Daniel, je vais te dire quelque chose, que je n'ai jamais dit tout haut. Quand Tom t'a mis à la porte, quand il a choisi de croire Ethan plutôt que toi, sans même enquêter, j'ai perdu tout respect pour mon frère. Je ne pouvais pas comprendre, comment un parent pouvait être si aveugle, si obstinément dévoué au favoritisme, au point de détruire son propre fils. J'ai été en colère contre eux pendant 12 ans. Il a fait une pause, pesant ses mots. Mais je sais aussi, que la colère et la rancœur vous rongent de l'intérieur. Je ne dis pas que tu dois leur pardonner, ou les laisser revenir dans ta vie, mais peut-être que tu te dois à toi-même de répondre. Pour leur dire exactement ce que tu ressens, pour fermer cette porte définitivement si c'est ton choix, mais pour le faire de manière consciente. J'y ai réfléchi pendant des jours. Finalement, j'ai écrit une réponse. Maman va papa, j'ai lu vos emails. J'apprécie vos excuses, bien qu'elles arrivent avec 12 ans de retard. Vous n'avez pas juste fait une erreur, vous avez fait un choix. Vous avez choisi de croire Ethan plutôt que moi, sans enquête. Vous avez choisi de me punir sans preuve. Vous avez choisi de me mettre dehors, plutôt que d'admettre que vous aviez peut-être tort. Et ensuite, vous avez choisi de maintenir un contact minimal pendant 12 ans, ne reprenant contact que maintenant, parce que j'ai accompli quelque chose d'assez impressionnant. Pour mériter votre attention. Robert ne m'a pas choisi parce que j'étais impressionnant, il m'a choisi parce que j'avais besoin de lui. Il a vu un gamin effrayé sur un perron, et a dit, tu rentres à la maison. Il m'a soutenu pendant les années médiocres, comme pendant les années brillantes, avec le même dévouement. Il a gagné son titre de père par sa constance, son amour, et son sacrifice. Vous m'avez appris que le sang ne fait pas la famille, Robert m'a appris ce qu'il a fait. Je suis reconnaissant pour ces 2 leçons, mais un seul d'entre vous mérite ma gratitude. Je ne vous hais pas. Je ne vous souhaite aucun mal, mais je n'ai pas non plus besoin de vous dans ma vie. J'ai un père. J'ai une famille. Et ils ont été là tout le temps, pendant que vous étiez ailleurs. J'espère que vous trouverez la paix avec vos choix. J'ai trouvé la mienne avec les miens. Daniel. Je l'ai envoyé et je me suis senti plus léger. Ils ont répondu avec d'autres excuses, d'autres promesses qu'ils avaient changées. Je n'ai plus répondu. Finalement, les emails ont cessé. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis professeur adjoint dans une université prestigieuse. Papa, l'oncle Robert a 58 ans, il enseigne toujours, et il est toujours le meilleur père que je puisse espérer. Nous nous parlons presque tous les jours. Quand les gens m'interrogent sur ma famille, je parle de lui sans aucune hésitation. J'ai appris par la famille élargie qu'Ethan galère. Il a abandonné la fac après 2 ans, enchaîne les petits boulots, et semble avoir des problèmes de dépendance. Mes parents biologiques gèrent les conséquences, d'avoir élevé un enfant à qui l'on a appris, que le mensonge et le rejet de la faute le sauveraient toujours. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. On me demande parfois si je regrette mon discours de remise de diplôme. Si je pense avoir été trop dur, en faisant une déclaration si publique sur ma situation familiale. Je ne le regrette pas. Ce discours n'était pas une vengeance, c'était la vérité. C'était honorer l'homme qui méritait de l'être, et s'assurer que le monde sache, que la famille se définit par l'action, pas par la biologie. Les mains de ma mère biologique ont tremblé, parce qu'elle a enfin compris ce qu'elle avait jeté, non pas juste un fils, mais un fils brillant, aimant, qui l'aurait honoré, comme j'ai honoré papa. Si elle l'avait mérité. Elle ne l'a pas mérité. Papa, si. Si vous lisez ceci, et que vous avez été traité comme un bouc émissaire, ou si l'on vous a fait croire que vous valiez moins qu'un frère ou une sœur favorisée, s'il vous plaît, écoutez-moi, leur aveuglement ne définit pas votre valeur. Leur incapacité à voir votre importance ne la diminue pas. Trouvez votre propre professeur Wright. Trouvez la personne qui fera 4 heures de route en plein milieu de la nuit, parce que vous avez besoin d'elle. Et ensuite, épanouissez-vous si totalement, que ceux qui vous ont sous-estimé soient forcés de regarder de loin.
Je suis la preuve vivante que c'est possible. Et à papa, le professeur Robert Wright, merci pour ces 4 heures de route au milieu de la nuit, pour chaque coup de téléphone le dimanche, pour chaque mot d'encouragement, et pour m'avoir montré ce qu'est un vrai père. Vous ne m'avez pas seulement sauvé d'une situation difficile, vous m'avez empêché de devenir quelqu'un d'amer et de brisé. Tout ce que je suis, je vous le dois. Je vous aime, papa.